Bienvenue sur Tous Médecins pour comprendre notre santé vite et bien. Aujourd'hui, on se lance dans une synthèse sur les hémopathies malignes. On va revoir ensemble les mécanismes fondamentaux en partant de l'hématopoïèse normale jusqu'à la transformation clonale. L'idée, c'est vraiment de consolider les bases pour mieux aborder la prise en charge clinique. Alors juste pour qu'on soit bien clair, quand on parle d'hématologie, on ne parle pas que du sang qui circule dans les veines. On parle de tout le système. Et ça inclut surtout la moelle osseuse, c'est vraiment l'usine de production, mais aussi les organes comme la rate et les ganglions lymphatiques qui sont des sites de maturation. Avoir cette vision d'ensemble, c'est crucial pour comprendre comment ces maladies peuvent se disséminer. Bon, avant de plonger dans les pathologies, un petit retour sur la physiologie s'impose. L'hématopoïèse, c'est un processus hyper régulé, un équilibre constant entre l'auto-renouvellement des cellules, leur prolifération et leur différenciation finale. Et c'est justement quand cette régulation ultra fine se casse que tout le spectre des hémopathies malignes peut apparaître. Tout part d'une seule cellule, la cellule souche hématopoïétique, la CSH. C'est la cellule mère de tout le système. Comme on le voit très bien sur ce schéma, elle va prendre une décision cruciale, s'engager soit dans la voie myéloïde, soit dans la voie lymphoïde. C'est vraiment le premier grand carrefour. Et cette séparation initiale est fondamentale, parce que toute la classification des hémopathies repose là-dessus. Chaque étape de cette cascade est un point de vulnérabilité potentielle. Et au bout de ces deux voies, qu'est-ce qu'on obtient ? D'un côté, la lignée myéloïde, qui nous donne les globules rouges, les plaquettes et les acteurs de l'immunité innée, comme les polynucléaires et les monocytes. De l'autre côté, la lignée lymphoïde, plus spécialisée, qui produit les lymphocytes B et T, les grands chefs d'orchestre de notre immunité adaptative. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que n'importe quelle cellule, à n'importe quel stade de maturation, peut devenir le point de départ d'une pathologie bien spécifique. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de la physiologie, on peut s'attaquer au cœur du problème, la transformation maligne. La question c'est, comment est-ce qu'une seule cellule hématopoïétique dérape et finit par prendre le dessus sur toutes les autres ? Le mécanisme, il est oncogénique. Ce n'est pas juste un seul événement malheureux, c'est plutôt une accumulation de plusieurs altérations génétiques, comme une série de coups successifs. Et chaque coup donne au clone qui émerge un nouvel avantage pour survivre et proliférer, bien plus que ses voisines saines. Ce schéma, il est vraiment parlant. Il nous montre les deux avantages principaux que les mutations vont conférer à la cellule tumorale. Premièrement, elle devient quasi immortelle. Elle prolifère sans arrêt et elle échappe à l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Et deuxièmement, sa différenciation est bloquée. Elle reste à un stade immature, incapable de faire son travail. La combinaison de ces deux phénomènes mène à l'expansion d'un clone malin, immortel et inutile, qui va petit à petit envahir la moelle osseuse. Et cette idée de blocage de la différenciation est vraiment clé pour comprendre la différence entre deux grandes familles de maladies. D'un côté, on a le syndrome myéloprolifératif. Ici, la cellule anormale arrive quand même à se différencier. Résultat, une production excessive de cellules matures, ce qui donne des polyglobulies ou des thrombocytémies. De l'autre côté, on a la leucémie aiguë. Et là, le blocage est total. La moelle est envahie par des cellules immatures, les blastes, qui ne mûrissent jamais. C'est cette absence de stades intermédiaires, ce qu'on appelle le hiatus leucémique, qui définit le caractère aigu et l'agressivité de la maladie. Du coup, vous l'aurez compris, la classification actuelle, notamment celle de l'OMS, elle est très logique. Elle prend en compte la lignée d'origine, myéloïde ou lymphoïde, le stade de blocage, mais aussi les anomalies génétiques spécifiques. Ça permet de définir des maladies très précises, avec des pronostics et des traitements qui leur sont propres. Commençons par les leucémies. Ici, tout se passe d'abord dans la moelle. Le clone malin l'envahit, ce qui cause une insuffisance de production des cellules saines, et ensuite, il passe dans le sang. On les classe en aigus ou chroniques selon le degré de blocage, et en myéloïdes ou lymphoïdes selon la lignée touchée. Les lymphomes, c'est différent. Ce sont des proliférations de lymphocytes qui, elles, se développent surtout dans les organes lymphoïdes secondaires, comme les ganglions ou la rate. La présentation clinique n'est donc pas une baisse des cellules sanguines, mais plutôt une tumeur, avec des ganglions qui gonflent ou une grosse rate. Et puis, il y a le myélome multiple, qui est encore un cas à part. C'est une prolifération de plasmocytes, le tout dernier stade de différenciation des lymphocytes B. Ces plasmocytes malins s'accumulent dans la moelle et provoquent toute une série de problèmes. Ils produisent une immunoglobuline anormale, ils détruisent l'os, ils peuvent causer une insuffisance rénale et une anémie. C'est ce qu'on résume par les fameux critères CRAB. Dans la grande famille des lymphomes, il y a une distinction fondamentale à connaître, celle entre le lymphome de Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens. La différence est purement histologique. Elle repose sur la présence ou l'absence d'une cellule très particulière, la cellule de Reed-Sternberg.
Si on la trouve, c'est un Hodgkin, sinon c'est un non-Hodgkinien. Et cette distinction est absolument cruciale, parce que le mode d'extension de la maladie et les traitements sont radicalement différents. Bon, on a vu la physio, la physiopathologie, la classification. Passons maintenant à la démarche clinique. Le diagnostic de certitude est la pierre angulaire de tout. Il conditionne toute la suite. En oncohématologie, pas de diagnostic de certitude sans preuve histologique. Si on suspecte un lymphome, la règle d'or, c'est la biopsie exérèse du ganglion. On enlève tout le ganglion pour l'analyser. Pour les maladies de la moelle, comme les leucémies ou le myélome, les examens de référence sont le myélogramme et la biopsie ostéomédulaire. Et bien sûr, on complète toujours avec des analyses plus poussées, comme l'immunophénotypage ou la biologie moléculaire. Côté traitement, l'arsenal a énormément changé. Historiquement, on reposait sur la chimiothérapie et la radiothérapie, qui restent des piliers importants. La greffe de cellules souches est aussi une option curative majeure pour les cas à haut risque. Mais la vraie révolution de ces dernières années, c'est l'arrivée des thérapies ciblées, qui visent une anomalie moléculaire précise, et surtout de l'immunothérapie, avec des anticorps monoclonaux et les incroyables avancées des CAR T-cells. Voilà, cette synthèse sur les hémopathies malignes touche à sa fin. Ce qu'il faut retenir, c'est que de la cellule souche à la thérapie la plus innovante, c'est la compréhension fine des mécanismes moléculaires qui nous permet aujourd'hui d'offrir une prise en charge personnalisée et efficace. Abonnez-vous pour nos prochaines analyses.